Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette séquence de l'Université de la Terre consacrée à un intitulé extrêmement ambitieux, le numérique, vecteur essentiel du changement. Alors, je suis Nicolas Arpagian, je dirige la revue Prospective Stratégique et je vais jouer le rôle de modérateur, gardien des horloges pour cette séquence. L'idée étant effectivement, vous l'avez vu dans cet intitulé qui vous a conduit à nous rejoindre cet après-midi, effectivement il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une affirmative, comme quoi le numérique est un élément de changement. Changement, et c'est un des sujets que nous ne manquerons pas d'aborder avec nos invités, changement ne veut pas forcément dire progrès, ne veut pas forcément dire évolution, mais en tout cas on va vers autre chose et on va vers une autre manière de procéder, que ce soit dans nos vies personnelles, professionnelles, avec tous les enjeux que cela peut avoir en termes de transformation de la société que nous connaissons, que nous avons connue et vers laquelle nous allons, par nos usages, réussir ainsi à façonner notre nouvel environnement par les technologies de l'information et de la communication. Pour justement aborder cette thématique, on va avoir besoin de vos interventions. Donc vous connaissez le mode opératoire, c'est que au-delà des commentaires, des explications que vont vous apporter nos experts, vous pourrez, lors de la session de questions, intervenir. Il suffit que vous vous manifestiez, vous vous présentez, on vous passe un micro et vous puissiez, comme ça, interagir et enrichir et participer à la conversation collective. Notre thématique est extrêmement vague parce que ce terme de numérique revêt effectivement plein de sujets, plein de thématiques. D'une part, qu'il s'agisse des tuyaux, c'est-à-dire ces systèmes d'information, cette informatique qui irrigue nos organisations, mais également les données que sont notre circulation, notre navigation sur Internet, mais également tout ce qui va constituer notre identité, l'identité des autres, des corps sociaux que sont les entreprises, les organisations, les États. Et donc on va voir que déjà derrière ce terme de numérique se cache une multitude de composantes et les changements possibles, ceux que nous allons susciter, ceux que nous allons accompagner, ceux que nous allons certainement subir également, puisqu'il y aura un caractère contraignant, s'apercevoir que cela représente une pluralité de sujets, une pluralité de matières, avec, et effectivement on peut le souhaiter, une amélioration, un progrès qui bénéficie au plus grand nombre dans un nombre croissant de domaines. Alors, au-delà de cette présentation très synthétique de ce sujet extrêmement vaste, je souhaite convier de manière à ce qu'il puisse débattre très rapidement avec vous, nos différents intervenants. Donc, d'une part, Yannick Lejeune, qui est directeur Internet du groupe Ionis Education Group. Donc, bienvenue, vous faites bien de l'applaudir. Il le mérite. Bertin Nahum, qui est président fondateur de MedTech. Bertin. Nathalie Rastoin, qui est directrice générale d'Ogilvy France. Et Arnaud de Saint-Simon, qui est président du groupe Psychologie. Alors, l'idée de cette séquence est effectivement vous allez le voir avec le parcours de chacun de nos invités, je vais les présenter très rapidement de manière à ce qu'on puisse rentrer aussi vite dans le vif du sujet. Nathalie, pour commencer, le groupe Ogilvy, c'est un des leaders mondiaux de la communication, justement de la publicité également, et c'est le type de mission de conseil qui vient accompagner les entreprises en termes d'image de marque, en termes d'identité. Et elle me le disait, 65% maintenant du chiffre d'affaires de son agence est maintenant réalisé dans cet univers numérique. Donc c'est effectivement quelqu'un qui analyse, observe, pratique les techniques de consommation, de communication à l'ère numérique. Donc effectivement, dans cette sphère de l'entreprise digitalisée, c'est une experte et donc on est ravis de l'avoir à nos côtés. À côté d'elle, Arnaud de Saint-Simon, qui est président du groupe Psychologie. Alors Psychologie, c'est effectivement
un magazine que vous connaissez qui a la particularité dans un univers des médias un peu fébrile, inquiet, d'être plutôt en croissance. Donc c'est effectivement rien que cela déjà mérite de l'entendre, mais c'est surtout de s'apercevoir effectivement, s'intéresser aux individus, de voir comment est-ce qu'ils sont affectés par justement cette société en évolution. Et il pourra nous parler aussi bien d'ailleurs de son expérience de patron de médias et de voir effectivement en termes de changement, et il est amené à y faire face, mais également effectivement dans ce qu'ils peuvent suivre sur la population, les individus que nous sommes, voir effectivement comment est-ce que ces changements s'incarnent. À ma gauche, Yannick Lejeune, donc effectivement, qui est directeur internet de Ionis Education Group. Ionis, c'est un des acteurs mondiaux de l'enseignement, dans des écoles dans le domaine de l'enseignement commercial, de l'enseignement technologique. Et ce qui est intéressant dans sa dimension, c'est effectivement le fait que l'éducation, c'est une transmission de savoir, c'est une capacité à faire passer des informations à un public, évidemment réceptif que sont les étudiants, de manière à les préparer à un environnement incertain puisqu'il concerne l'avenir, qui est celui de leur vie professionnelle future, et de s'apercevoir que la transmission de savoir, la manière d'accumuler des connaissances et de les faire fructifier vont être affectées par ces technologies. Et dès lors, en plus que Ionis est un acteur important de l'enseignement des technologies de l'information, avec des écoles comme EPITA, Epitech, effectivement, c'est en plus en tant qu'outil un matériau qu'ils sont amenés à travailler quotidiennement. Et enfin, Bertin Nahum. Alors Bertin est un entrepreneur qui a la particularité justement, alors largement distingué des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit en France et également aux États-Unis, distingué pour la pertinence de ces innovations, de ces procédés robotiques qui permettent d'assister le chirurgien, le médecin, dans le cadre justement des opérations médicales. Et il ne s'agit pas de se substituer à la main de l'homme, de l'accompagner pour justement certainement rendre plus efficace, avec moins de conséquences des interventions, et donc de voir qu'effectivement on est là dans un domaine où le numérique, l'informatique, la robotisation va accompagner le processus, et donc effectivement est à coup sûr un vecteur essentiel du changement. Alors, au-delà, maintenant vous avez mieux fait connaissance avec nos différents contributeurs. Ce que je vais leur demander, ça c'est un exercice très difficile puisque contraint dans le temps, mais on va leur donner quelques minutes chacun, de manière à leur donner justement la parole sur ce qu'il semble être le message ou les éléments qu'ils souhaitent vous communiquer, j'allais dire, quelle que soit l'orientation future du débat, parce que notre sujet est extrêmement vaste, notre temps est limité, vous avez vos interrogations, vos questions, et donc on va être obligé, comme disent les étudiants, de faire des impasses, forcément, parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter, je vous l'annonce à regret, mais avec certitude, vu l'ampleur du sujet. Et donc voilà, il est certain qu'il y a un certain nombre de sujets, de thématiques qui leur tiennent à cœur, et donc je souhaite qu'ils aient l'occasion de les exprimer devant vous lors de ces propos introductifs. Merci en tout cas de votre présence, de votre assiduité pour un sujet extrêmement porteur de sens et de réflexion, et qui justement sera d'autant plus, qui nous sera d'autant plus utile qu'on pourra partager. Nathalie, quelques mots pour débuter cette session. Alors, il faut toujours quelqu'un qui commence, voilà. Je pense que ce dont nous devons débattre ensemble n'est pas la technologie. Parce qu'en fait, la technologie évolue. Il est évident que le Web 2.0 est d'abord une révolution technologique. Hein. Mais ce qui a eu d'intéressant dans nos métiers les dernières années, c'est la manière dont la société s'est emparée de la technologie et dont elle continue de s'emparer de la technologie et de faire et d'inventer chaque fois des choses qu'aucune des organisations ne prévoit complètement. Donc, c'est ça que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est à quel point les gens qui aujourd'hui inventent la technologie ne savent pas ce que les usagers vont en faire. Et à quel point chacun d'entre nous est en permanence en train de faire du test and learn, d'essayer, de regarder et de comprendre. Je vais vous donner deux exemples très brièvement. Le premier, c'est les SMS, les textos. J'ai lu une étude rétrospective très très lourde à l'époque de France Télécom. Quand les ingénieurs ont inventé les textos, ils pensaient que quand il y aurait des messages très très importants de gens très très importants, par exemple coincés et ne pouvant arriver à l'heure à une réunion très très importante, là le texto se justifierait.
Ils n'imaginaient pas du tout que deux ados à chaque coin du bus s'amusent à se parler en texto pour parler de la fille du milieu. Ce n'était pas dans les études de France Télécom. De même, je pense que même si aujourd'hui Facebook est l'objet de nombreuses expériences, y compris de marques, vous avez, j'espère, vu comme moi le film dessus, et les gens qui ont inventé Facebook n'ont pas inventé ce que nous en faisons maintenant. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est bien sûr, il y a la technologie, c'est une rupture énorme, il y a avant et après le digital, mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est surtout une évolution de la société qui est en cours. On ne sait pas du tout où elle va aller. On ne sait pas si, par exemple, les réseaux sociaux vont se refermer ou pas. On ne sait pas si une certaine forme de narcissisme, justement, qu'expriment les réseaux sociaux ne va pas à un moment s'arrêter, et si les gens ne vont pas revenir à plus de gestion de ça. On ne sait pas si les organisations, qui sont encore pyramidales, vont réussir quand même à devenir un peu plus horizontales, parce que le digital horizontalise les organisations. Donc on vit dans un monde où on passe notre temps à regarder des choses, à tester. Il y a des choses qui marchent, d'autres non, mais au moins c'est assez excitant. Effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on voit que dans les usages, ça responsabilise, ça transfère un peu de pouvoir, ou en tout cas une relative autonomie, ce qui est plutôt bien dans la valorisation de l'individu. Arnaud, qu'est-ce que vous évoque cet intitulé, justement, ce numérique vecteur de changement? Bonjour à tous. Et écoutez, c'est pour Psychologie, pour moi, une nouvelle frontière éditoriale passionnante. Le journal, la marque Psychologie l'a embrassé avec gourmandise et nécessité aussi pour les médias, en lançant site internet, appli, fanpage, etc. Et moi, à titre personnel, je participe à beaucoup de choses. On a lancé d'ailleurs, lundi, on annonce le lancement d'un forum qui s'appelle Digital Society Forum. Donc, la direction d'Orange nous a demandé d'analyser pour eux tout ce que le numérique change dans nos vies et de le médiatiser sur nos blogs. Donc voilà, c'est une nouvelle frontière éditoriale formidable pour Psychologie. Pourquoi? Parce que c'est un changement qui est non seulement plus important que celui de l'imprimerie, mais celui de l'imprimerie, il a mis un siècle à se propager. Et comme le disait Nathalie, il y a 5 ans, on ne savait pas ce que c'était, ou 8 ans, on ne savait pas ce que c'était avec Facebook, et en tout cas, on ne savait pas ce que ça deviendrait. C'est vrai que nous avons embrassé ces sujets-là parce que avec Internet, rien n'est plus comme avant. On se rencontre différemment, on s'aime différemment. Aujourd'hui, dans les couples, il y a une triangulaire, hein, il y a moi, elle ou lui, et puis Mythique, qui est toujours là comme une possibilité ou de redynamiser un petit peu le couple, ou d'aller voir ailleurs. C'est vrai qu'Internet, c'est formidable, ça a permis à beaucoup de gens de sortir de la solitude, mais aussi, avec tous les profils, etc., ça génère beaucoup un fantasme de la personnalité et de la rencontre idéale. Ça a évidemment beaucoup changé la vie de nos adolescents, de nos enfants, on le voit, depuis les petits qui grandissent avec les tablettes, jusqu'aux plus âgés qui passent beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, évidemment l'éducation, hein, Google est un partenaire aujourd'hui positif ou négatif de l'éducation. Les questions qui sont posées par les profs sont posées ensuite à Google. Et parfois on essaie de comprendre ce que Google veut dire dans la manière dont il répond à cette question. On ne travaille plus comme avant. Aujourd'hui, évidemment, le mail, les nouvelles technologies ont envahi nos relations de travail et nos journées de travail. Pour le meilleur, je crois que personne n'a envie de revenir à quand il n'y avait pas de mail, mais aussi, ça crée parfois des difficultés de stress, de multitasking, de surcharge de travail, hein, aussi, et puis d'essayer de comprendre le rôle qu'on joue dans une relation quand on est en copie cachée de quelque chose qui adresse à quelqu'un. Donc, voilà, ça génère énormément de questionnements. Voilà, je pourrais faire la liste de tout ce qui a changé dans notre vie, en terminant évidemment par la relation à soi. La relation à soi, elle a considérablement changé pour toutes les raisons que j'évoquais très très vite.
et notamment pour juste une petite chose qui est qu'aujourd'hui, quand on a 5 minutes seul, on ne le passe pas avec soi. On allume son téléphone, on passe un SMS, etc. Donc le contact, le silence, le moment de retour sur soi ou d'écoute de soi, il existe assez peu. C'est la raison pour laquelle, je terminerai par ça, nous on a beaucoup senti au journal et dans toutes les études qui sont sorties, en gros depuis 1 an, à la fois une grande curiosité, fascination pour tout ce qui touche au digital et en même temps beaucoup d'inquiétude. On a fait un sondage qu'on a publié en février dans lequel 70% des gens disent bon, quand même le numérique, ça affecte beaucoup les relations familiales. 60% des gens se sentent trop dépendants. Voilà, donc on a publié un appel à plus, un appel on va dire, à mettre le digital et le numérique à sa juste place. Donc ce n'est pas un appel à revenir à il y a un siècle du tout. C'est un appel juste voilà, pour inviter chacun à réfléchir un petit peu à la place que le numérique a pris dans sa vie. Et Christophe André, dans le journal, disait une phrase très juste. Voilà, Internet, c'est comme l'argent. C'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Voilà, donc comment avoir une juste relation à cette formidable révolution digitale. Merci Arnaud, effectivement, de s'apercevoir que, au-delà des enjeux géostratégiques, de voir que ça descend effectivement jusqu'à nos foyers, à l'intimité de notre identité, de ce qui compose notre vie de tous les jours. Juste un mot effectivement, si certains d'entre vous s'adonnent au vice des médias sociaux, puisque vous signalez que le hashtag, le mot dièse, est donc UT 2013 pour cette Université de la Terre. On passe la parole donc effectivement à Yannick. Comme l'évoquait Arnaud, la problématique de la transmission du savoir, de l'information, c'est effectivement un sujet majeur dans votre activité. Bonjour à tous. Moi, en quelque sorte, je suis un des geeks de la bande. Je suis né avec les premières séries de science-fiction, et quand j'étais petit, je regardais Star Trek, je regardais Buck Rogers. Ils avaient tous dans la main un petit appareil qui leur permettait de faire un certain nombre de choses. Communiquer dans une langue étrangère extraterrestre pour eux, se déplacer plus vite, acquérir un certain nombre de connaissances à tout moment. Et aujourd'hui, j'ai un vrai enthousiasme pour le numérique. Je suis plutôt un promoteur, parce que mon smartphone fait beaucoup plus de choses que ce que faisait le petit appareil du capitaine Kirk. Et quand on parle de ça, évidemment, j'attaque ça par le petit bout de la lorgnette, mais je pense qu'on doit envisager le numérique comme quelque chose de beaucoup plus profond sur ce que ça va changer dans notre société. Et en l'occurrence, Arnaud le disait tout à l'heure, c'est plus que le simple parallèle qu'on faisait. On fait souvent le parallèle en disant oui, le numérique, c'est un peu comme l'imprimerie de Gutenberg, ça va changer la diffusion de la connaissance et autres, mais ça va plus loin. Il y a Marc Gigé, qui est le titulaire de la chaire d'innovation au CNAM, qui parle de synthèse créative. En gros, il dit que si on analyse une civilisation, on peut l'analyser en regardant la politique, l'état de l'économie, les aspirations sociales et les technologies. Et que quand les technologies sont suffisantes pour influer sur les 3 autres critères, alors il se passe un changement de civilisation. Si on regarde l'histoire de l'humanité, vous avez l'Antiquité, ou un moment où on a des façons de régir, de voyager, de découvrir le monde qui sont très cohérentes, et on a une civilisation. Pareil à la Renaissance, on change. Et puis, moins loin, les 30 Glorieuses, d'un seul coup, on a des avions, on a du pétrole, on a des voitures, on a un certain type de gouvernement, et on a les 30 Glorieuses. Je pense qu'on va vers ça. C'est-à-dire que depuis quelques années, le numérique est en train de faire un grand nombre de révolutions, et qu'elles vont atteindre une masse critique telle qu'on va changer une nouvelle fois de civilisation dans l'histoire de l'humanité. En bien ou en mal, c'est un débat qu'on va pouvoir avoir, mais en tout cas, ça va changer énormément de choses. À notre niveau, puisque nous, on a un groupe d'enseignement, ça change le rapport à la connaissance et à la diffusion de la connaissance, à ce qui en est fait après. Évidemment, aujourd'hui, on peut considérer que tous les gens connectés ont accès à la connaissance la plus large possible. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont essayé de regarder ce que valait Wikipédia par rapport à des encyclopédies réputées. Et finalement, ces études scientifiques ont montré que le niveau scientifique était à peu près comparable. Donc la vraie question, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre quelque chose quand je peux y accéder à tout moment ?
Pour les enseignants, c'est une remise en cause fondamentale. Vous vous souvenez tous du pire professeur que vous avez eu dans votre vie. C'était ce professeur un peu pas très communicant qui rentrait, qui se tournait le dos, se mettait à écrire au tableau et débitait des connaissances. Juste, il écrivait des choses que vous deviez recopier. C'était horrible. Et puis, vous aviez des meilleurs professeurs qui communiquaient avec vous, qui vous faisaient penser, qui vous faisaient manipuler ces objets de connaissances, qui, quand ils vous expliquaient l'histoire géo, vous faisaient penser à ce que ça pouvait avoir eu comme conséquence sur votre vie. On est exactement dans un effet démultiplicateur de ça. Aujourd'hui, si l'enseignant et si l'école est un lieu où on vous dump, excusez-moi du terme anglais, mais on vous déverse des connaissances de manière bête et méchante, elle n'a pas lieu d'être. Ce que vous devez avoir dans ces établissements sont des prescripteurs, des animateurs de la connaissance, des gens qui vont vous faire vivre une expérience d'enseignement. Donc, c'est des gens qui vont diriger vos études, qui vont vous aider à faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, qui vont vous donner effectivement des connaissances nécessaires pour que vous puissiez avoir assez de concepts pour aller en acquérir d'autres. Et nous, on a une vraie réflexion sur le fait que le numérique nous oblige à créer des écoles qui apprennent à apprendre, parce que si le monde change, il faut que la formation permette aux futurs employés, cadres que l'on forme, d'évoluer avec le monde qui va suivre. Ça, c'est dans notre beau pays et dans plein de pays où ça se passe bien. Il ne faut pas oublier non plus que l'enseignement, c'est aussi aider d'autres pays à s'élever ou des gens qui sont moins connectés. Et là, par contre, notre position et celle d'un certain nombre de chercheurs, c'est que là où avant on avait des problèmes d'illettrisme, on va avoir des problèmes d'électronisme et que finalement la fracture numérique va poser la question de qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas connecté à cet univers numérique. Et donc, un des sujets qui nous anime, c'est est-ce que le droit à être connecté ne devrait pas être un droit opposable, ou en tout cas une volonté pour chaque pays de se dire une connexion par habitant, c'est le meilleur moyen de s'élever. C'est tout un spectre qu'on n'aura probablement pas le temps de clore aujourd'hui, mais dont on peut parler. Merci, oui, effectivement, Yannick. Alors peut-être qu'une des particularités de Monsieur Spock, c'était d'avoir un très beau pyjama. Vous savez ce qui vous manque pour avoir l'attirail complet maintenant. En ce qui concerne justement la capacité de l'innovation et la capacité d'améliorer ce qu'on pensait être parfait, c'est-à-dire la main de l'homme, Bertin, justement dans le cadre de cette expérience, comment est-ce que vous avez interprété cette thématique, le numérique comme vecteur essentiel du changement ? Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme Nicolas l'a indiqué, je suis le dirigeant et le fondateur d'une société qui s'appelle MedTech et qui conçoit et fabrique des robots d'assistance à la chirurgie. Donc, nos robots sont utilisés notamment pour la neurochirurgie crânienne. Donc, je vais donc essayer de témoigner très humblement de ce que le numérique est en mesure d'apporter à la santé et en particulier à la chirurgie. Donc, permettez-moi dans un premier temps peut-être de repositionner la robotique dans l'histoire de la chirurgie. Donc, peut-être une petite définition de ce qu'est la chirurgie dans un premier temps. La chirurgie, c'est l'ensemble des interventions manuelles et instrumentales qui sont faites sur le corps humain à des fins thérapeutiques. C'est un des arts médicaux qui est probablement le plus ancien, puisque des pièces fossiles attestent d'interventions chirurgicales au néolithique. Et on imagine qu'à l'époque, compte tenu des conditions, on avait besoin d'avoir une précision et des outils extrêmement efficaces déjà pour pouvoir opérer des patients. Pendant très longtemps, en fait, la chirurgie a été limitée par 4 facteurs essentiels. Le premier, c'est l'anatomie, avec une connaissance assez limitée du corps humain et de son fonctionnement. Pendant longtemps, la chirurgie s'est limitée aux organes périphériques et ne pouvait pas se dérouler sur les organes centraux. L'hémorragie également. Pardon, périphérique, donc c'est bras et jambes. Périphérique, c'est-à-dire, ce sont les plaies essentiellement, les plaies, enfin en tous les cas, ce qui était vraiment visible, hein, et ce qu'on arrivait à comprendre assez aisément. Ensuite, l'hémorragie qui bien évidemment était la cause de nombreux décès. En fait, l'hémostase a été observée très rapidement, mais il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on comprenne vraiment son fonctionnement. On a ensuite, on imagine bien sûr la douleur, parce que les patients, on imagine à cette époque-là, étaient opérés à vif, comme on dit, et donc les réflexes mécaniques d'évitement, etc., rendaient la chirurgie assez compliquée. Et enfin bien sûr, l'infection, qui là aussi était responsable de nombreuses morts.
Et la découverte des microbes par Pasteur permettra d'aboutir bien sûr à l'asepsie qui permettra de sauver beaucoup de patients. Donc ce qu'on peut dire rapidement, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais simplement on peut dire que les 40 dernières années aujourd'hui, on peut dire qu'on est rentré dans l'ère de la chirurgie moderne et on assiste notamment à une numérisation de la chirurgie, l'apparition de scanners à très haute définition, IRM, etc. Et dans certains cas, le chirurgien n'intervient plus directement sur le corps humain, il intervient au travers donc de robots. Et ça a été le cas, par exemple, lors d'une chirurgie qui a été réalisée il y a quelques années de cela par un chirurgien français qui s'appelle le professeur Maresco et qui a opéré depuis New York une patiente qui était donc installée, qui était dans un bloc opératoire à Strasbourg. Donc voilà en quelques mots, juste pour introduire, présenter, mais je pense qu'on aura le temps d'aller plus en détail, ce que le numérique est en mesure d'apporter à la chirurgie. Nathalie, justement, parce qu'on a vu un peu on a franchi grâce à ces rapides propos introductifs, mais le fait que de la consommation, de la vie au quotidien, au foyer, de l'adolescent, jusqu'à effectivement de ce qui devient une prouesse technologique, matinée effectivement d'un vrai savoir-faire humain, avec le cas de la chirurgie mentionnée par Bertin, on est effectivement, comment est-ce que les entreprises se préparent? Parce que la transformation pour une entreprise, bon, évidemment dans le discours c'est très sympa, parce que tout le monde dit bah oui on veut évoluer, mais c'est très déstabilisant. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment l'idée c'est plutôt de faire un business, de le savoir le gérer tel qu'il tourne, et est-ce qu'elles ne sont pas finalement assez réticentes à intégrer des changements qui viennent fragiliser la vie des affaires? Alors je pense que l'exemple de Bertin est quand même un bon exemple. Il y a toute une série déjà d'entreprises qui sont dans leur domaine ce qu'on appelle des pure players. Et pour elles, c'est merveilleux, puisque le digital leur permet de se créer sur une logique de feuille blanche. La question, c'est plutôt pour les entreprises qui existaient avant. Et en particulier pour les grandes organisations. Pourquoi? Parce que la pensée relationnelle digitale n'est pas une pensée pyramidale, c'est une pensée de réseau. Et donc elle s'accommode pas forcément toujours bien des logiques historiques d'organisation des grandes organisations. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on voit, et c'est un effet très intéressant, dans les entreprises, coexister quasiment 3 à 4 générations de cadres qui ont des habitudes d'outils différentes. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais entre le patron qui ne sait même pas sortir ses mails, donc il y a encore sa secrétaire, oui mais c'est la vraie vie, je vois des gens qui rient, mais il y a encore des gens dont la secrétaire sort les mails, le rapporte donc à papier, ils répondent papier, et la secrétaire va... Bon, entre ce patron-là et ceux qui, de toute façon, considèrent que le mail, c'est vraiment le truc quasi ringard, hein, et qui ont, de toute façon, un réseau social, y compris privé dans l'entreprise, et qui, éventuellement, tweetent, bien avant que le patron ait fini le mail à tout le monde, la vraie histoire, là, et c'est extrêmement compliqué pour les organisations de nos jours de faire passer des logiques stratégiques. C'est-à-dire il faut arriver à ce que tous ces gens dont la relation aujourd'hui aux personnes et à l'information est devenue tellement différente, il faut arriver à les aligner derrière une stratégie, des comportements, etc. C'est un travail qui est souvent plus difficile et d'ailleurs rarement raconté parce qu'il est assez ingrat par rapport à la page Facebook, le fait d'avoir des tas de fans, que telle marque ait des tas de fans, tout ça c'est très sympa. Le vrai problème, il est souvent comment les organisations vont intégrer ça. Voilà, alors la plupart des sociétés ont quand même décidé de prendre le problème à bras-le-corps, mais alors elles l'ont fait d'une manière un peu classique, par exemple, et elles ont réfléchi à des chartes d'éthique, ce qu'on peut faire et pas faire dans les réseaux sociaux. Bon, elles sont toujours en retard d'une guerre, hein, parce que dès qu'elles ont fini la charte d'éthique, il y a 3 nouvelles fonctionnalités de Facebook, Google a inventé quelque chose. Combien de patrons de grandes organisations sont capables de nous parler réellement de l'algorithme de Google? Peut-être pas beaucoup, et c'est bien dommage, parce que s'ils ne savent pas que cet algorithme change en permanence, se personnalise en permanence, ils ne voient pas comment aujourd'hui
nous apprenons l'information. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des entreprises qui sont dans une transformation assez vertigineuse de leurs organisations et du rapport des gens entre eux. Alors justement, le collectif en tant que tel est affecté. Comment est-ce que, je pense à le cas d'Arnaud avec psychologie, comment est-ce que les sujets qui intègrent cette vie quotidienne avec les troubles que cela peut créer, parce qu'on se retrouve face à la machine, on est seul, c'est-à-dire qu'effectivement c'est rarement un usage collectif. Comment est-ce que effectivement au fur et à mesure ça peut être traité, ou sentez que des sujets ou des demandes de vos lecteurs ou de la manière dont vous abordez ce sujet, de manière à se dire effectivement on s'aperçoit qu'au-delà du discours public qu'évoquait effectivement Nathalie, qui est consensuel parce que personne ne va contester l'intérêt de la digitalisation, c'est-à-dire de l'introduction du numérique dans les différentes phases de notre vie. Comment est-ce qu'effectivement dans les attentes que vous avez pu constater, savoir effectivement comment est-ce que c'est interprété et vécu? Très difficile de répondre parce que on est touché, affecté, transformé absolument à tous les niveaux. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, finalement, on pourrait prendre ça sous l'angle des idées reçues. Il y a énormément d'idées reçues. Par exemple, vous disiez, on est seul derrière la machine, je ne suis pas d'accord. Par exemple, on a remarqué, alors on pense que Facebook isole, et en fait, les gens qui ont le plus d'amis virtuels sont des gens qui sont les plus sociables. Donc, est-ce que la machine isole peut-être une catégorie de la population un petit peu qui a tendance, comme ça, à l'introversion, à l'autisme, mais c'est un formidable outil relationnel. Donc voilà, il y a énormément d'idées reçues, d'une part, et d'autre part, Internet, c'est ça qui est intéressant, et les réseaux sociaux, c'est déroutant. Comment se fait-il qu'on crée en quelques secondes ou quelques minutes davantage d'intimité avec un inconnu sur un forum de Doctissimo sur une problématique de santé dont on n'arrive pas à parler à sa femme ou à son fils? Voilà. Comment se fait-il que demain matin, j'ai une famille américaine qui arrive chez moi, avec qui j'ai échangé mon appartement, je ne les connais pas, on n'a pas signé de contrat, je vais chez eux, enfin, tout ça est déroutant par rapport à nos manières de fonctionner. Donc, ce qui est intéressant dans tous ces usages, c'est d'une part, il y a beaucoup d'idées reçues, et d'autre part, c'est très très déroutant, et ça questionne toutes nos manières de fonctionner. Voilà, j'essaie de répondre avec deux petits exemples, mais on pourrait les élargir à beaucoup de domaines. Alors justement, Yannick, dans le cadre, j'évoquais avec le cas de Yonis, vous êtes amené à avoir des étudiants d'école de commerce, des étudiants en informatique. C'est vrai que, de mémoire, je me souviens que l'EPITA était une des premières écoles à avoir permis, structuré un accès 24 heures sur 24 à ces sites. C'est-à-dire, évidemment, alors il y a beaucoup d'écoles qui rêveraient que leurs étudiants soient suffisamment motivés pour envisager le week-end ou pendant la nuit de venir travailler et prolonger les exercices, mais en tout cas de s'apercevoir que effectivement il y a, selon les usages, de nouveaux modes de consommation et qui influent sur un des autres plus vieux métiers du monde, qui est l'enseignement. Oui, en fait, on a avec le numérique l'arrivée d'une consommation à la demande, c'est-à-dire que vous avez une fausse idée de l'instantanéité de la résolution d'un besoin. J'ai envie de voir un film, je veux le télécharger tout de suite. J'ai envie d'écouter une musique, je vais sur Deezer, je la joue tout de suite. Et ça se prolonge dans une certaine génération. Alors moi, je suis très frileux avec le côté digital natif ou génération Z et tout ça, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que, par exemple, ces comportements liés au numérique sont aussi extrêmement présents. Juste pour être clair, génération Z, elle suit donc la génération Y. C'est-à-dire Y né entre 1980 90. 80, 90, oui. C'est ça. Et Z suivant, mais il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui que, à travers le numérique, le comportement des seniors dans les entreprises commence à être exactement le même que ceux de gens de 20 ans, et donc c'est discuté. Il n'y a pas de choix générationnel. Pareil, Dana Boyd, qui est une chercheuse sur les réseaux sociaux américains, montre qu'en fait, dans les acquisitions du numérique, il y a beaucoup de
jeunes qui, jusqu'à 20-30 ans, se posent des questions sur leur vie et qui vont aller chercher des réponses dans le numérique. Il y a beaucoup de seniors qui commencent à se poser des questions sur ce qu'a été leur vie et vont aller chercher des réponses à travers le numérique, et qu'il y a toute une phase au milieu de gens qui sont un peu moins qualifiés pour le numérique parce qu'en fait, ils sont très occupés par leur travail, leur vie d'adulte et tout ça, et que du coup, ils se posent moins de questions. Donc, les aspects générationnels, je ne sais pas. En tout cas, dans la consommation du numérique, quel que soit l'âge, on a cette idée que tout doit être à disposition un peu tout le temps. Et donc, nous, on a créé des lieux d'enseignement où, si vous avez une idée de projet à faire avec vos camarades à 3 heures du matin, ou un exercice à résoudre, et en pleine nuit, ça m'est arrivé quand j'étais étudiant il y a fort longtemps dans cette école, à 4 heures du matin, j'ai eu la révélation sur la résolution d'un exercice. Je me suis levé et j'ai été le résoudre avec mes petits camarades à 4h30 à l'école. Donc, l'école devient un lieu de sociabilisation où on a à disposition des ressources techniques, éventuellement des ressources pédagogiques avec la présence d'assistants et autres. Alors ça, c'est pas forcément à toute heure de la nuit, mais enfin en tout cas, ils sont à disposition. Et puis un lieu où on se regroupe physiquement, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on peut avoir l'usage du numérique, mais en groupe devant son écran, ce qui répond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. Bertin, dans le cas de l'innovation technologique, parce que vous êtes, vous, historiquement, alors même si c'est une jeune entreprise et vous êtes un jeune entrepreneur, mais vous êtes un déposant de brevets important. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire une innovation. C'est comme ça qu'on peut justifier le dépôt d'un brevet. Comment est-ce qu'on sait que, effectivement, on dessine une innovation par le numérique? Parce que l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est de décomposer l'acte humain, et après de se dire comment une machine peut le remplacer. Comment est-ce qu'on envisage justement de remplacer, de substituer, de changer la manière de procéder en y instillant une dimension numérique ou en tout cas robotique? Je dirais avant toute chose que l'innovation, d'une façon générale, et le numérique en particulier, n'est pas la fin, mais le moyen. Et le moyen à quelle fin, j'ai envie de dire, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, on a trois peut-être caractéristiques qui poussent au développement du numérique et à la fiabilisation de la chirurgie. La première chose, c'est qu'on assiste à un vieillissement des populations, en tous les cas dans les pays riches, qui a pour conséquence qu'on a une explosion, je dirais, du nombre de clients, de patients qui sont concernés par la chirurgie. Donc de plus en plus de patients opérés. Deuxième élément, c'est que ces patients sont de plus en plus exigeants, ce qui est bien normal. Il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, on acceptait éventuellement une opération ratée, on considérait que c'était l'aléa, c'est pas grave. Aujourd'hui, on l'accepte plus. Un procès est intenté immédiatement à l'hôpital, ce qui d'ailleurs a pour conséquence le fait que les hôpitaux, les praticiens ont de plus en plus de mal à s'assurer, en tous les cas les polices d'assurance sont de plus en plus chères. Donc une exigence de plus en plus importante. Et face à ça, de moins en moins de personnel. On sait bien qu'on a des pénuries donc d'infirmières, d'aides-soignantes et bien sûr de chirurgiens et de médecins. Donc de moins en moins de praticiens face à de plus en plus de clients qui sont de plus en plus exigeants. Je dirais que c'est une équation explosive et la conséquence de cela, c'est qu'on a besoin d'apporter, en tous les cas, de créer de nouveaux outils qui vont rendre la chirurgie plus fiable, plus répétable, et sortir de la situation dans laquelle on a été pendant très longtemps, où finalement la chirurgie était un art artisanal. La qualité de l'opération dépendait de la qualité de l'artisan, de sa forme du jour. Et la numérisation, la technologie d'une façon générale, n'a pas d'autre objectif que de rendre l'acte chirurgical plus fiable, plus répétable. Comment est-ce que, pour revenir sur justement de la transformation, parce qu'on a vu les qualités qu'évoquait Bertin, sur ce qu'on peut attendre de l'introduction d'une technologie, Nathalie, quand on parle à un dirigeant d'entreprise, qu'on lui dit « Oh là là, il faut avoir une stratégie numérique, il faut avoir une stratégie justement intégrée », quels sont les arguments? C'est gagner plus, vendre mieux, ne pas se laisser distancer. Qu'est-ce qui fait, quel type de changements peuvent convaincre un dirigeant d'opter pour des axes, des thématiques qui effectivement, comme vous l'avez dit, ne lui sont pas a priori hors exception familiers? Et donc effectivement, comment est-ce que les arguments, parce que ce qu'on dit, voilà, on va faire comme les autres, et c'est ça, est-ce que c'est ça, c'est pas très glorieux, mais est-ce que c'est l'argument, comment est-ce qu'on arrive à nourrir cette prise de risque, c'est-à-dire le basculement vers un usage plus intensif des technologies de l'information? Je crois quand même que tous les dirigeants que je connais ont compris. Mais le vrai débat n'est pas
de dire qu'il faut une stratégie digitale ou que le digital, encore une fois, va reconfigurer la plupart des business models. Le vrai débat pour moi, c'est de dire que ce n'est pas une question de technologie. Le digital n'est pas une question de technologie. Les technologies du digital, d'une certaine manière, par rapport à d'autres technologies informatiques, ce n'est pas les plus difficiles. On n'est pas en train de faire du cognitive computing, on n'est pas en train d'avoir des gros ordinateurs qui fonctionnent comme nos cerveaux humains en train d'apprendre, ce qui va être la prochaine réelle génération de computing. Mais par contre, le digital dans les organisations modifie tellement les manières d'agir entre soi, les organisations elles-mêmes, que ce qu'il faut dire à un dirigeant, c'est on y va, d'accord, très bien, vous avez donc acheté les outils, etc. Maintenant, il faut se mettre autour de la table et comprendre le facteur humain, le facteur sociétal derrière ces évolutions. Et c'est là qu'un dirigeant, souvent, qui n'aime pas trop qu'on lui parle de ça, enfin, en vérité, pour tout vous dire, j'ai compris il y a quelques années que la première question à leur poser, c'était l'âge de leurs enfants. Alors, si on a des chances de tomber sur un patron dont les enfants sont dans la bonne tranche d'âge, c'est-à-dire ils leur parlent encore, mais ils sont déjà sur Facebook, Internet et tout, on s'en sort. Sinon, c'est vrai que ça va être plus long. Mais donc la question n'est pas de basculer. La question, encore une fois, c'est d'être sensible aux conséquences pour le fait social, la manière d'être ensemble de ces technologies. Parce que là aussi, je suis d'accord, il y a des idées reçues. Par exemple, l'idée reçue historique, parce c'est l'histoire, c'est que ça nous a permis d'accéder au cyberespace. Cyberspace, il y a même des laws of cyberspace qui font partie de cette histoire. La vérité aujourd'hui, c'est que plus vous utilisez votre portable, plus vous accédez au cyber pâté de maison, hein, parce que 60% des requêtes que vous faites sur votre portable sont des requêtes à moins de 2 km. Donc cette énorme idée scientifique qui est le début d'Internet, qui est de mettre ensemble les meilleurs esprits du monde et de communiquer comme ça, arrive en général quand même aujourd'hui à trouver le plus rapidement possible la pizzeria qui va vous livrer dans une demi-heure la bonne margarita. Voilà. Ça, c'est real life. Donc ça, c'est un vrai premier point. C'est-à-dire, ça modifie, encore une fois, pas comme on croit. Le deuxième, pour moi, idée reçue, c'est de croire que c'est l'instantanéité. Alors, bien sûr, c'est instantané. Mais le vrai problème d'Internet, ce n'est pas du tout l'instantanéité. C'est l'autre problème, c'est la mémoire. C'est que c'est instantané, mais ça reste. Ça reste. Et non seulement ça reste, mais pour avoir des gens qui travaillent avec moi là-dessus, si vous avez un contenu vraiment très embêtant, je peux vous aider à l'enfouir, comme on dit dans nos métiers. Je ne peux pas complètement vous dire que personne ne le trouvera jamais. D'accord ? Et alors j'étais à cette rentrée, dans une rentrée d'université américaine, et le dean, donc le patron de l'université américaine, a fait tout un speech, dans son speech de rentrée aux étudiants, en leur expliquant maintenant c'était sérieux, ils n'allaient pas poster n'importe quoi sur Facebook, ils allaient faire attention au contenu qu'ils mettraient, parce que dans 5 à 10 ans, quand ils demanderaient à Goldman Sachs un job, ils seraient quand même très embêtés de cette photo où on les voit à poil en train de courir sur la pelouse à 3 heures du matin dans un état proche de l'Ohio. Voilà. Et c'est ça l'aspect que j'appelle sociétal, c'est-à-dire faire comprendre à tout le monde quelles sont les nouvelles logiques et quels sont les nouveaux enjeux qu'il y a derrière ces usages. Faire comprendre que plus vous utiliserez votre mobile, plus en fait vous organiserez votre voisinage très bien, plus vous posterez sur Internet, plus vous êtes en train de vous créer une mémoire. Voilà. Yannick. Je pense que la question est très vraie là, et nous on a cette vraie problématique quand j'ai eu la réunion de rentrée avec les étudiants d'une école qui s'appelle Supinternet, qui est une école sur les métiers de l'Internet. Je demande aux étudiants qui avait un Skyblog. Alors Skyblog, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui a eu son heure de gloire et qui est encore assez représentative, mais à une époque, il y avait à peu près 11 millions de blogs sur cette plateforme, et principalement des adolescents.
Or, les adolescents ont besoin de s'exprimer, ils se cherchent et ils ont une tendance à confondre anonymat et discrétion. Et donc un exemple que je prends toujours dans cette conférence, c'est un Skyblog existant où une jeune fille qui a un pseudo raconte comment elle va mal, donc elle le raconte plusieurs fois, elle a des conseils qui sont de l'ordre de conseils d'autres adolescents, puis ensuite elle raconte qu'elle a fait une tentative de suicide, et ensuite elle raconte comment elle a été sauvée par le SAMU, et ça. Ce à quoi certains internautes répondent, dis donc, même ton suicide, tu l'as raté. Donc vous voyez le niveau c'est assez tragique. Bon. Sauf qu'elle a un pseudo. Ce pseudo, pour l'immensité des gens sur Internet, n'est pas rattachable, sauf enquête un peu plus poussée, à qui elle est. Mais par contre, si elle fait un Skyblog, c'est parce qu'il y a des gens qui la lisent et des gens qui la connaissent. Et effectivement, dans sa classe, il y a 3 ou 4 personnes qui, étant donné les commentaires, on voit bien qu'ils la connaissent bien, savent qui se cache derrière ce pseudo. Et ces traces sont encore là. Et donc, ce qu'on fait avec les étudiants au début de l'année, c'est que je leur dis, bon, bah, toi, c'était quoi ton Skyblog? Et on va voir. Et là, on découvre les photos de beuverie, les affres amoureux, Natacha, je voudrais être une larme pour couler, je sais plus la phrase, enfin, vous voyez. Sauf qu'à 18 ou 20 ans, c'est vachement moins mignon et charmant qu'à 13. Et donc, effectivement, il y a une sorte de mémoire de l'Internet et il y a un vrai besoin d'éducation sur les traces qu'on laisse, en sachant que Facebook et autres permet de beaucoup s'exprimer. Et d'ailleurs, il y a eu très dernièrement une étude de chercheurs américains qui montre que si vous connectez rien qu'en regardant les données publiques que vous laissez sur Facebook, on peut savoir pour qui vous votez, quel est quasiment le nom de vos enfants, quelle est leur date d'anniversaire, où ils vont à l'école, enfin un tas d'informations que normalement vous ne voulez pas diffuser à l'intégralité du monde. Alors effectivement, face à ces circonstances, est-ce qu'on pense... On a l'accès à l'information, est-ce qu'on pense différemment? Je reviens, Arnaud, sur l'idée effectivement de s'apercevoir dans l'approche qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on réfléchit différemment, on se questionne différemment, même à la limite, est-ce que le succès d'un titre comme Psychologie, est-ce que justement, on pourrait se dire, après tout, l'information, ils l'ont par ailleurs, ils peuvent, par des communautés, par des sites, des forums, par la capacité à déjà se libérer de la parole en s'exprimant et de manière à soulager. Comment est-ce que ça converge pas également par le fait que même s'il y a un univers largement numérique et dont l'intensité numérique progresse, effectivement la patte humaine, la dimension incarnée, elle reste importante. Je crois qu'il y a un petit peu 2 réponses peut-être à ce que vous dites, une réponse personnelle et une réponse plus de marque. Sur le plan personnel, est-ce qu'on pense différemment? Oui, la réponse est oui. Depuis toutes les études sur la neuroplasticité des petits-enfants qui est en train de considérablement changer avec le digital, jusqu'à toutes celles qui sont sorties là. Vous savez, il y a eu un rapport de l'Académie des sciences avec des recommandations qui ont été données à différents âges. On voit que voilà, les capacités d'attention ne sont pas les mêmes, la manière dont les enfants apprennent, c'est-à-dire plus de manière circulaire que profonde, enfin tous les processus d'apprentissage, par exemple, sont changés. Donc oui, on travaille différemment. Oui, quand on rencontre quelqu'un 5 minutes avant, on Google son nom et on intègre tout le digital dans sa manière de travailler, de penser, d'approfondir. Et c'est vrai qu'il y a une question qui peut se poser, enfin qui serait même légitime de poser de la part des enfants, c'est pourquoi continuer à apprendre ? Alors que Google peut nous renseigner en quelques secondes. Non mais c'est une question qui mérite réponse, mais c'est une question qui mérite quand même qu'on la pose. Pourquoi continuer à apprendre, à emmagasiner de la connaissance, alors que Google peut m'aider? Ça c'est une première chose. Sur le plan de la marque Psychologie, évidemment que la marque, Nathalie parle tout à l'heure de la nécessité de transformation des entreprises. Toutes les entreprises, on va dire les entreprises qui sont les plus confrontées au digital et la culture. Psychologie, c'est de la culture et de la communication, puisqu'on est
on est un média, sont amenés à se transformer. Évidemment, on ne peut plus faire un magazine comme on le faisait avant. D'abord parce que techniquement, il y a des tas d'outils pour le faire, mais aussi parce qu'on ne lit plus un journal de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Psychologie, qui est un magazine de lecture dans la longueur, est obligé d'intégrer dans la manière dont il est scénarisé, édité et écrit beaucoup de choses du web. Par exemple, il y a une révolution journalistique qui fait que les journalistes, il faut qu'ils se mettent en scène personnellement, parce que ça, c'est la culture du blog qui fait qu'on a besoin de savoir qui nous parle, on a besoin d'avoir des gens qui expérimentent. Donc ça, c'est sur le plan de la narration, des modes de traitement. Donc c'est une révolution, et si vous regardez Psychologie ou d'autres journaux aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans, ça a évidemment beaucoup changé. L'autre grand changement, c'est qu'il faut intégrer les technologies et tous les canaux de diffusion du média, et donc réinventer sa marque sur tous les médias. Par exemple, sur le web, Psychologie propose certes de la lecture, mais on nourrit un besoin que le magazine ne pouvait pas vraiment nourrir, qui est celui de se connaître. Donc ce qui fait 60% du trafic sur Psychologie, c'est les tests de personnalité et le besoin de se rencontrer. C'est donc la communauté de Psychologie qui, voilà, et les tests qui animent la marque Psychologie, alors qu'avant on était dans un mode très narratif, très classique. Il y a un autre exemple. La promesse de Psychologie aujourd'hui, c'est en gros aider les gens à mieux se connaître, à s'accomplir, développer leur personnalité, leur capacité. Tout ça via un mélange d'expertise, de récits, de témoignages, de conseils. Mais aujourd'hui, demain, il y aura sans doute des applis beaucoup plus efficaces que ce que nous faisons. Je ne devrais pas dire ça à tous mes lecteurs, mais dans cette promesse de mieux vivre sa vie. C'est-à-dire que demain, sans doute, devrons-nous faire des applis verticales sur des thématiques qui intègrent on va dire cette formidable scénarisation que proposent les applis, qui est de permettre un mélange de connaissances, de tests de personnalité, de conseils, d'invitation des gens à faire des actions dans leur vie et ensuite de se comparer avec les autres. Donc oui, la promesse de Psychologie reste le même, mais nous ne pouvons plus le faire de la même manière, nous ne pouvons plus non plus diffuser ce que nous faisons de la même manière, ça c'est sûr. Alors, un mot effectivement sur la notion de mise à disposition de l'information. C'est vrai que si on va prendre un exemple qui a frappé les esprits et l'actualité, qui est l'exemple de Wikileaks, donc la publication de télégrammes diplomatiques non voulus évidemment par leur légitime auteur, c'est-à-dire le département d'État américain, il s'avère que Wikileaks existait bien des années avant d'avoir occupé la scène médiatique. Simplement, Wikileaks avait fait comme option éditoriale de publier les télégrammes bruts. Les bases de données étaient accessibles à n'importe quel internaute. Et il s'avère que ça n'avait aucun succès. C'est-à-dire que rentrer dans Telegram diplomatique qui utilise, déjà il fallait parler l'anglais, avec le langage administratif, les lieux étaient désignés par des codes comme c'est le cas dans les administrations et dans les états-majors des forces armées. Et donc effectivement l'information était disponible. Et elle n'a eu un succès planétaire, elle n'a eu un écho et un poids politique avec des conséquences diplomatiques internationales qu'à partir du moment où elles ont été traduites, à partir du moment où elles ont été expliqué, mis en perspective, presque, si on devait faire l'analogie avec le pétrole, presque raffiné, c'est-à-dire transformé en pétrole brut, en essence qu'on peut mettre dans le réservoir de sa voiture ou dans sa chaudière. Et donc là, on est dans la même logique où, effectivement, l'utopie qui serait de dire l'information est accessible, donc je n'ai pas besoin de la transmettre, de l'enseigner, effectivement, moi, elle me semble extrêmement parcellaire, parce que l'idée étant que, je prends souvent cette analogie avec Mona Lisa, la Joconde, si on prenait des gens qui n'avaient absolument aucune culture artistique, on leur montrait des portraits de femmes, et on leur dit, parmi lesquels la Joconde, et on leur dirait, désignez-moi ce chef-d'œuvre de dimension planétaire, moi, mon analyse, je ne suis pas sûr que la Joconde serait désignée par eux, parce que vous avez une femme dans une demi-pénombre qui fait un peu la tête, alors qu'il y a plein d'autres tableaux plus évocateurs d'un point de vue sensuel, artistique, plein d'autres qualités, et qui ferait que s'il n'y avait pas toute la culture et la connaissance autour de la Joconde, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'elle avait la syphilis ou pas, est-ce que c'est Léonard de Vinci, enfin tout ce qu'on connaît de légendes et d'histoires autour de la Joconde, qui en fait un chef-d'œuvre de dimension planétaire. Donc au-delà de l'information et de la donnée brute, il y a bien une mission et un rôle d'enseignement
d'enseignement, d'explication, de mise en perspective, et qu'une utopie qui serait de dire « mais l'information est là, je vais y accéder », même chose avec la Vénus de Milo, vue de n'importe quelle personne ignorante, c'est une femme avec 2 bras cassés, on ne voit même pas la tête. Donc c'est pas effectivement de quoi en faire un chef-d'œuvre qui suscite des files d'attente au Louvre depuis des décennies. Et donc on va bien s'apercevoir que c'est bien l'explication et la transmission de la connaissance qui va permettre d'exploiter cette matière première qu'est l'information, et que le seul stockage dans un serveur informatique accessible par un moteur de recherche ne peut pas suffire. Alors, promesse tenue, je vous avais dit qu'effectivement, n'hésitez pas à vous manifester. Il faut juste qu'un micro vienne à vous de manière... Non, il faut que... Ça non, marche, vous l'avez. oui, d'accord. Vous pouvez juste vous présenter et de manière à poser Eric votre Bresson, question. je suis consultant en informatique. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir que trop d'informations tue l'information, et qu'aujourd'hui, cette révolution qui est en cours, elle peut avoir des conséquences terribles sur notre société de demain. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que certains. Je crois que la réalité s'impose à nous. Il y a par exemple la guerre en Syrie. On a l'information. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Demain, on peut apprendre qu'il y aura encore un effet comme celui de Fukushima. Qu'est-ce qu'on fera? Rien. On a l'information, mais il n'y a plus personne qui agit derrière. Et comme vous le disiez, chère madame, tout à l'heure, quand on voit que finalement tous ces réseaux sociaux nous permettent tout juste de communiquer à 2 km de chez nous avec nos voisins, encore faudrait-il connaître les voisins, réellement. Donc ce qui m'inquiète dans toute cette révolution en marche, c'est le virtuel. On est en train de quitter le réel qu'on a appris à nos enfants, ou en tout cas qu'on a essayé d'apprendre à nos enfants, avec des moyens peut-être plus rudimentaires que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais on a appris avec des méthodes qui étaient expérimentées à plusieurs occasions par différents professeurs, etc., comment acquérir un savoir. Et aujourd'hui, on n'apprend plus du tout comment le faire avec tous ces nouveaux moyens. Donc on risque paradoxalement de tomber dans l'illettrisme. Et la fracture numérique ne va pas ranger les choses. Parce qu'imaginez demain que Facebook devienne payant. Qui va payer? Est-ce que les parents pourront, en plus des smartphones à 600 €, payer l'abonnement Facebook à 100 € par mois? Ça doit valoir approbation. Je meuble pendant que Nathalie se... Je pense que nous sommes en train d'apprendre. Moi, je suis plus optimiste que vous. Je pense que nous sommes en train d'apprendre comment gérer quelque chose que nous n'avons jamais eu. C'est autant d'informations à portée du doigt. Alors, je voudrais dire simplement que les gens commencent à comprendre que dans la donnée qui nous est apportée ainsi, elle a 4 caractéristiques. La première, c'est effectivement, elle a un volume plus important qu'elle n'a jamais eu, on est tous d'accord. Mais d'une certaine manière, le volume, c'est la caractéristique la plus visible. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle a une très grosse variété de formes. Et par exemple, moi, je trouve aujourd'hui que mes étudiants décryptent beaucoup mieux l'image que moi, je la décryptais. Moi, j'étais quelqu'un du texte, j'ai appris dans les livres. Par ma profession, je sais décrypter une image. Eux, ils savent décrypter des images, des données, des textes. Et donc, ils savent décrypter une variété de données. Ensuite, c'est une donnée qui est très versatile. Elle bouge. Ils savent aller voir. Et enfin, et ça va être notre nouvelle frontière. Et pour moi, c'est beaucoup plus important ça que de savoir si on va être dans le virtuel, parce que toutes les études montrent que les 3/4 de vos amis virtuels, vous finissez par les rencontrer. Tous les gens du digital, ils finissent par faire des barcamps pour prendre des pots, etc. Donc moi, je ne vois pas actuellement le monde se virtualiser. C'est-à-dire, je ne le vois pas. Je vois que des gens qui commencent virtuellement, mais qui se rencontrent. Excusez-moi. Mais par contre, je voudrais finir sur mon 4e point, après le volume, la variété et la versatilité. Par contre, il y a un énorme problème de véracité. Et ça va être le plus gros problème. Ça va être d'apprendre ensemble qui parle. La notion de l'émetteur. Ça, c'est la vraie question de la véracité. Ça redonne d'ailleurs aux médias, aux marques, aux organisations, j'allais dire, classiques, un énorme rôle. Qui parle? Et de plus en plus, on voit
que les gens sont de plus en plus conscients de ça et vont chercher ce qui parle. Et je crois qu'effectivement, il y a tout un travail en commun à faire qui est quasiment un travail démocratique, ce qui nous amène à pas mal de points, qui est d'obliger à savoir qui parle sur Internet, sur un certain nombre de contenus. Oui. Elle s'impose déjà depuis quelques années dans le domaine financier, où les marchés financiers sont 1000 fois supérieurs au niveau mondial à la réalité qu'ils représentent dans les banques. Et l'effet de 2008 a été dû à ça. Oui, mais ce n'est pas le digital, je suis désolée d'être un peu pointu, c'est la mondialisation liée à de très très grosses bases. C'est l'informatique, oui, mais ce sont des réseaux. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est l'informatique, mais ce sont des informatiques centrales avec de très grosses puissances qui n'ont absolument pas besoin de réseau, il suffit de planter un très gros ordinateur au milieu de Wall Street. Donc ça c'est encore un autre point, j'allais dire. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'être en réseau à des milliards de gens pour faire ça. Vous avez 3 ordinateurs centraux dans le monde, quoi. Mais c'est un autre enjeu, hein, je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui du fait que chacun d'entre nous est aujourd'hui dans une structure en réseau où il peut accéder avec une très 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 faible coût d'accès au fait de trouver des contenus et aussi au fait de poster des contenus. Puisqu'aujourd'hui, en Europe, un internaute sur 5 poste au moins un contenu dans l'année. Ça veut dire qu'on est passé d'une communication de masse à une réelle interaction de masse, où en Europe, hein, c'est l'échelle forestière, un internaute sur 5 poste au moins un contenu, une vidéo, un commentaire. Ça veut dire qu'on est tous en train de créer une culture commune. Et c'est là que la question de la véracité remonte. Oui, moi je voudrais juste ajouter quelque chose. On a dans la notion d'information, comme on parlait Nicolas tout à l'heure, la notion d'information brute, mais justement ça redonne de la valeur à l'information travaillée. Et en l'occurrence, on a accès à tous ces Wikipédia, à tous ces contenus, à toutes ces photos de tableaux de manière brute, mais c'est là où les médias et les intermédiaires ont quelque chose à jouer. Moi par exemple, j'ai choisi mon dentiste en lisant un article de psychologie. Et il m'écoute pas. Je disais que j'avais choisi mon dentiste en lisant un article de psychologie l'apprentissage de la douleur. où justement tout à l'heure Arnaud disait on a des journalistes qui écrivent un petit peu comme sur des blogs en se personnalisant. C'était une journaliste qui disait voilà, moi à un moment j'ai cherché une dentiste bio et j'ai trouvé telle personne. Et c'est là la plus-value pour moi de lire psychologie. Effectivement, je peux trouver des choses sur des thérapies, des choses comme ça. Sauf que là, il y a une prescription. Il y a une prescription par quelqu'un à qui j'ai donné de la légitimité. C'est-à-dire que c'est un support de presse auquel j'attribue de la confiance. Donc il y a cette notion de confiance qui est importante. Et de la même manière, Jean-Louis Servan-Schreiber, après psychologie, a créé un magazine qui s'appelle Clé, et dont le but c'est de se dire, et si on prenait le temps de redonner du sens à l'information. Et donc il y a toute cette problématique-là, qui est de dire, est-ce qu'on veut un magazine ou un quotidien qui est toujours le dernier scoop, et dans ces cas-là, je vous dis, Twitter va battre tout le monde, ou est-ce qu'on veut des magazines où les gens prennent un peu le temps de réfléchir à ce qui se passe, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, ok, Fukushima ou la Syrie, qu'est-ce qu'on en fait après? Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas cette donnée-là parce qu'on est dans la news, dans les médias, en tout cas grand public, mais que petit à petit, on se rend bien compte qu'il y a un besoin des gens de filtrage, d'éditorialisation, de recherche pour redonner du sens à tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis d'accord avec Nathalie, c'est que moi, je ressens plutôt un retour vers le réel. On nous a vendu la réalité virtuelle pendant des années. On devait avoir des mondes immersifs dans lesquels on allait. Il y a quelques années, Second Life, le second monde était... toutes les agences et tous les partis politiques se rejoignaient sur Second Life, puis ça a quand même fait plus de com que d'usage réel. Aujourd'hui, on est plus dans un retour à quelque chose qu'on nous vend sous le terme de réalité augmentée, mais c'est juste amplifier les données que vous avez sur vos voisins. Un exemple de réalité augmentée, si vous prenez l'appli Page Jaune que vous avez dans votre téléphone, vous avez soit la possibilité qu'on vous écrive le plan pour aller à un point, soit un bouton que vous appuyez, vous pointez votre téléphone dans une direction, on vous dit à gauche, à droite, jusqu'à que vous soyez arrivé. Faites plutôt ça quand vous êtes dans le quartier, comme disait Nathalie tout à l'heure, parce que sinon c'est long. Mais voilà, c'est ajouter des données. On va même vers ça avec les Google Glasses. Google propose pour l'instant pour 1 500 $, si vous voulez être dans les premiers, mais on ne sait pas quel sera le prix final,
de vous mettre des lunettes sur le visage qui vont vous permettre, par des mouvements d'yeux et des connexions informatiques, d'avoir des données sur tout ce qui vous entoure tout le temps. Et ça marche déjà avec certaines applications. Il y a une appli Google sur les smartphones. Vous pointez vers une couverture de bouquin et on vous dit où est-ce qu'il est le moins cher, parce que en fait la loi Lang qui fait le prix unique du bouquin n'existe qu'en France, mais ailleurs vous pouvez comparer les prix. Qui l'a écrit, la bio du gars, quel autre bouquin il a écrit. Donc on est plutôt dans un retour à la réalité en essayant de l'amplifier. Et c'est là où viennent la notion de filtre. Et ce que disaient Nathalie et Arnaud tout à l'heure, il faut redonner du sens et redonner du sens critique aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens, le but, c'est pas de leur faire critiquer gratuitement ou de leur apprendre à douter de tout. C'est leur donner la capacité à se dire quelle est la véracité de l'information qu'on me donne et quelle est la légitimité que je donne à la source de l'information. Arnaud. Vous avez posé des bonnes questions, hein, monsieur, parce que vous nous inspirez tous. Je voudrais juste réagir à une chose que vous avez dite, qui pour moi fait partie de ces idées reçues, qui est que nous quittons le monde réel pour le monde virtuel. Mais en fait, très souvent, dans le monde virtuel, on fait la même chose que dans le réel. Deux petits exemples. Facebook, en fait, on fait du bavardage, peut-être trop, mais c'est tout simplement du bavardage. Et sur Facebook, on a beaucoup décrié Facebook, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, avoir 100, 500, 800 amis? D'abord, je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui est sur Facebook qui s'illusionnerait sur le fait que d'avoir 800 amis sur Facebook, c'est comme dans le monde réel. En revanche, Stéphane Abronben, d'une sociologue bien connue, a montré que finalement nos réseaux d'amis sur Facebook sont les mêmes que dans le monde réel. En fait, les gens avec lesquels on discute le plus sur Facebook sont les gens qu'on voit le plus dans le monde réel. Et ensuite, selon Stéphane Abronben, et ensuite, c'est vrai que soit on finit par se rencontrer, soit ce qui est bien pratique, c'est qu'on échange un peu, et les gens qu'on n'a plus envie de rencontrer, on ne les rencontre pas, ce qui nous permet de juste échanger le minimum d'informations et ne pas avoir à rencontrer des gens qu'on n'a pas besoin de rencontrer. Donc finalement, c'est des comportements qui sont assez proches que dans le monde réel, dans certains cas. Alors, je vais inviter Bertin, vous voulez dire un mot, ça vous évoque quelque chose? Non? Enfin si, en fait, moi je voulais juste rajouter un point très simplement, c'est-à-dire que aussi important que soit Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux de ce type, puisque notre table ronde est au sujet du numérique, je tiens à rappeler que le numérique ne se résume pas uniquement à Facebook, etc. Et c'est très important, mais le numérique a aussi permis et continue à permettre de mettre au jour des innovations, des technologies qui changent la vie quotidienne de façon peut-être moins spectaculaire. Mais voilà, c'est simplement la chose que je voulais dire. Précision utile. Madame. Oui, j'ai deux remarques. La première, je viens de terminer un MBA sur le marketing et le développement durable, qui sont deux termes qu'on n'aime pas associer, mais pourtant c'est très important. Et donc, ce que vous dites sur la véracité, je pense c'est capital, non seulement sur ce qu'on met sur Internet, mais aussi de la part des marques. C'était ma première remarque. Et la deuxième, si on veut que l'adulte puisse faire le tri sur les informations et Internet, je pense qu'il faut impérativement enseigner aux enfants, dès le plus jeune âge, à utiliser ces outils merveilleux que sont Internet, les réseaux sociaux, Wikipédia, etc. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants qui sont scolarisés, et quand je les vois préparer des exposés, je suis atterrée parce qu'on commence par aller chercher des photos et après on se dit tiens, je vais copier-coller 2 mots ou quelques articles sans cross-checker, enfin sans vérifier sur différents supports, dont des supports papier dans les médiathèques et ce genre de choses. Et j'essaye d'enseigner ça à mes filles et de leur dire c'est merveilleux Internet, mais c'est un outil qu'il faut savoir utiliser et je trouve que ça devrait être intégré. Avant peut-être d'utiliser des tableaux numériques dans les écoles, peut-être enseigner à utiliser l'outil Internet. Voilà. Nathalie, sur la stratégie de marque, effectivement, et la manière, est-ce que les marques sont prêtes à ce qui est aussi une opération vérité, parce qu'elles s'exposent, simplement sont-elles prêtes à en assumer les conséquences et éventuellement les critiques, les interpellations? Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc je vais répondre par un chiffre, qui est qu'Internet n'est pas une bonne nouvelle pour les marques qui disent des bêtises. Puisque, un peu comme en politique, le fact-checking, il y a aujourd'hui, pour la moyenne des marques, 2/3 des contenus sur elles qui ne sont pas faits par elles. Voilà. Donc ça veut dire que si une marque dit un truc qui n'est pas vrai, il y aura toujours quelqu'un pour expliquer que c'est pas vrai. Par exemple, quand on prend les marques de luxe, je prends Chanel, 90% des contenus sur Chanel ne sont pas postés par Chanel, mais par des gens qui... Voilà.
Donc je crois que c'est presque plus un outil aujourd'hui de consumérisme qu'autre chose. Et en tout cas, je ne recommanderais pas de dire quelque chose de faux sur Internet, puisque non seulement très vite c'est vu et commenté, mais en plus ça reste. Ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas charger un certain nombre d'acteurs qui sont pourtant sur lesquels nous allons buter, ou en tout cas on va être confrontés assez rapidement, que sont par exemple Google, Facebook. Ça reste des entreprises commerciales, c'est-à-dire ce qui n'est pas un mal en soi, mais en tout cas leur rôle n'est pas d'être, et il ne faudrait pas qu'elles prétendent à le devenir d'ailleurs, des filtres de l'information. C'est-à-dire que, pour faire simple, si vous voulez être très visible sur Google, c'est pas très très compliqué, vous cassez votre tirelire et vous serez très visible. C'est-à-dire que ce sont des opérateurs qui ont aussi vocation à récompenser ceux qui les payent. Et donc l'utopie, là aussi, qui serait de croire qu'on est dans un monde où effectivement la rencontre de l'information et de la demande d'explication se retrouverait dans un moteur unique qui, en l'espèce, s'appellerait Google ou autre. En fait, non, ce sont une entreprise commerciale qui a donc intérêt à mettre en avant un certain nombre de prestataires ou de clients qui achètent avec notamment ces AdWords, c'est-à-dire ces mots-clés achetés auprès de Google, et également le fait, et on l'a montré, et d'ailleurs la Commission européenne a été amenée de temps en temps à rappeler Google à l'ordre, de dire qu'opportunément dans des résultats de recherche, il pouvait sembler que Google favorisait des services qu'elle commercialisait et qui lui étaient bénéfiques plutôt que ceux de concurrents. On l'a vu par exemple avec des comparateurs de prix. Google a pénalisé des comparateurs de prix et a à ce moment-là présenté une offre qui s'appelle Google Shopping et qui est également de facto un comparateur de prix. Et donc s'apercevoir qu'il ne faut pas non plus charger ces organismes commerciaux de mission de ce que nous, on qualifierait en tant que Français d'éducation nationale, c'est-à-dire de dire c'est le lieu de transmission d'un savoir neutre et non affecté par des pressions extérieures. Ce sont des prestataires commerciaux, ce qui fait d'ailleurs que du jour au lendemain, vous l'avez vu avec Amazon ou avec Apple, Apple peut décider que tel tableau ne peut pas être présenté dans l'Apple Store, que tel livre n'est pas digne d'être commercialisé ou au contraire va être retiré, et d'établir une espèce d'arbitrage des élégances fondé sur une approche qui lui est propre. Ce n'est pas un acteur de service public tel que nous avons pu en concevoir l'idée jusqu'à présent dans notre culture traditionnelle française. Oui, Arnaud. Pardon, je veux bien juste dire une chose. Vous avez évoqué le problème de l'éducation et de l'apprentissage. Là où je suis d'accord avec vous, c'est effrayant de voir à quel point l'éducation nationale, c'est moins le cas en entendant Yannick, je crois, sur l'enseignement supérieur, mais à quel point l'éducation nationale est déconnectée du monde des enfants. On a l'impression que les enfants vivent une double vie, hein, une vie digitale dont on peut penser ce qu'on veut, et puis à l'école, on a l'impression qu'on enseigne, et on est dans des processus d'apprentissage comme si Internet n'existait pas. Et donc, à part les règlements sur éteignez vos portables et ne les utilisez pas à l'école, c'est comme si cette vie n'existait pas. Et je trouve ça assez effrayant de ne pas arriver à intégrer et marier intelligemment les deux dans les processus d'apprentissage. Moi, je voudrais juste dire, oui, il y a le numérique, mais enfin, c'est un problème qui est plus profond que ça. Je vais donner deux exemples. J'ai écrit un livre sur les idées reçues, une bande dessinée pour casser les idées reçues. La fondation de cette envie est née du fait qu'un journaliste une journaliste dans un journal de 20 heures sur une chaîne très visible a lancé un sujet sur un cross sur la muraille de Chine en disant c'est le seul monument visible depuis la Lune. C'est faux. C'est totalement faux, ça fait 10 mètres de large, ça serait comme voir un cheveu à 42 km de distance. C'était une journaliste qui disait ça au journal de 20 heures, donc la vérification du fait, elle n'est pas inhérente à Internet. Internet démultiplie la diffusion, et je donne un exercice que je donne à des étudiants avec qui je travaille au début de l'année, justement pour les alerter là-dessus. Je leur demande pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a du fer dans les épinards. Et en fait, si vous faites une recherche sur Google ou sur un moteur comme ça, vous allez trouver plus de 10 000 entrées en français et des centaines de milliers dans le monde qui vous expliquent que c'est parce qu'il y avait une erreur de virgule dans un manuel de nutrition dans les années 30. Et des grands médias reprennent ça. Hein. Bon, moi, je me suis posé la question de où est ce manuel ? Et en fait, il y a un expert en criminologie américain qui a fait toute une conférence là-dessus. Ce manuel n'existe pas. C'est une invention d'un gars en 81 qui a fait le malin dans une conférence et ils ont cherché le fait. Et donc il y a un site qui vous explique ça et 10 000 sites qui vous donnent une mauvaise réponse à la question pourquoi cette idée est reçue. Donc on a juste avec le numérique une capacité à lancer l'information plus loin,
Mais le problème de la vérification de fait, elle est à l'émission de la source de connaissances, quoi. Ce qui crée un territoire formidable pour la manipulation. Monsieur. Bonjour, merci pour cet échange très intéressant. Un point qui va dans le sens de le numérique, levier formidable de changement. Quand la radio, l'invention de la radio est apparue, l'État a classé ça militairement, comment dire, défense d'État, quoi. On pouvait, pour ouvrir une station de radio, il fallait passer par l'État. Aujourd'hui, j'ouvre un compte Twitter et j'ai accès à 500 millions de personnes. On sait aussi que d'ici à 2020, il y a 3 milliards de nouveaux utilisateurs d'Internet qui vont se connecter. Donc c'est vraiment en potentiel extrêmement important. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est là j'ai une petite infographie très intéressante. Chaque minute sur Internet, alors ça date maintenant, ça a dû augmenter, mais chaque minute, il y a 48 heures de nouvelles vidéos sur YouTube, il y a 347 nouveaux posts sur WordPress, etc., etc. On a un flot d'informations sans précédent et on risque de noyer cet outil sous le flot d'informations. Donc maintenant, j'ai l'impression que c'est important de savoir apprendre aux personnes à utiliser les outils numériques avec des nouveaux modes de pensée, parce que si on utilise les modes de pensée anciens, on va se retrouver noyé. Dans le domaine de la communication, enfin, voilà. Et donc comment faire pour s'assurer qu'on change de mode de pensée aussi dans la façon d'utiliser les outils, sinon l'outil, il va être noyé par lui-même. Alors, un mot sur la définition. Pourquoi est-ce que la raison d'être de la radio, l'explication elle est assez simple, c'est que la radio passe par la fréquence et que la fréquence est un nombre limité. Donc, en fait, c'est une donnée, contrainte. De la même manière que la télévision, si vous voulez couvrir en télévision hertzienne, c'est pour ça que l'État a le monopole de ces fréquences, parce qu'elles sont en nombre limité. C'est une ressource finie. Et donc, effectivement, l'idée étant de considérer qu'il relevait de l'État d'assurer la gestion de ce moyen de communication. Et c'est la raison, par exemple, aujourd'hui avec la télévision hertzienne, que le CSA attribue des fréquences sur le fondement d'un cahier des charges, parce que justement c'est un produit, la fréquence, qui est limité physiquement en nombre et donc effectivement qui exige une régulation. Un mot sur effectivement sur le rôle du filtre. Comment est-ce qu'on intègre cette culture? Est-ce qu'on peut, je prends Yannick et également après Bertin, parce que Bertin, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à des projets qui n'existent pas, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de dire oui, il y a plein d'informations, il y a un idéal à atteindre, mais comment est-ce qu'on se met en position intellectuellement de se dire je vais créer quelque chose qui n'existe pas? Pourtant qu'on fait par ailleurs, mais qui n'existe pas dans le domaine de la robotique. Bon, déjà, le problème du filtre, je pense que c'est pas un problème inhérent purement au monde numérique. Un exemple, il y a des programmes formidables sur plein de chaînes de télévision, mais un des programmes les plus regardés à la télé, c'est Les Anges de la télé-réalité. Donc il y a quand même un moment où le critère de choix et la prescription est un problème de culture des gens et de ce qu'on leur amène à regarder et des sujets sur lesquels on les a éveillés, pour lesquels ils s'intéressent. Mais ça pose la question des intermédiaires. Dans ma vie parallèle, je suis éditeur. À quoi ça sert un éditeur ? Aujourd'hui, c'est une question que beaucoup d'auteurs se posent, parce qu'avec les outils du numérique, si j'ai un bon manuscrit, je peux le poster sur Amazon et être diffusé par Amazon. Amazon va me donner 70% de droits d'auteur sur le prix de vente du livre. Un éditeur classique va me donner entre 8 et 12% de droits d'auteur. Donc quand je suis auteur, ça fait quand même 60% de différence, c'est pas négligeable. La vraie question, c'est que m'apporte un éditeur? Si l'éditeur aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui prend le livre, l'imprime et le met en librairie, oui, Amazon fait ça mieux, et les outils du numérique me permettent, avec une impression numérique ou un fichier PDF, de le faire. Si l'éditeur est quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide à accoucher de mon œuvre, qui travaille un peu la communication, la prescription, parce qu'il a la force de conviction de dire cette maison d'édition, je l'aime bien, je vais aller voir ce qu'elle fait, là il a une plus-value. Et on retrouve ça dans tous les domaines. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si la presse apporte une plus-value à l'information, elle va continuer à exister. Si la presse se contente de rabâcher l'information, Twitter la tuera peut-être. L'enseignement, c'est ce que je vous disais en préambule. Si on se contente d'enseigner ce qu'il y a sur Wikipédia, on ne sert à rien. Si on aide les gens à trouver au milieu ce qu'il faut apprendre, et en tout cas quels sont les concepts à avoir pour pouvoir nourrir une réflexion et en développer de nouveau, là on sert à quelque chose. Donc dans tous les cas,
c'est l'éducation à quels sont les concepts qui me permettent de faire des choix. C'est une éducation à faire des choix. L'autre point sur les jeunes, moi j'ai un enfant de 2 ans, il ne comprend pas une seule chose, c'est pourquoi quand il met les mains sur la télé et qu'il bouge les mains, la télé ne bouge pas. Parce que la tablette qui me voit manipuler toute la journée, elle le fait, mon téléphone le fait, et ce grand écran, il ne le fait pas. Donc toute la journée, il essaye. Il commence à comprendre, surtout que je lui dis non de manière assez ferme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les usages du quotidien, et c'était le préambule de Nathalie, ce que les utilisateurs font du numérique va toujours plus vite que les systèmes. Et effectivement, le système éducatif, même dans l'enseignement supérieur, pour avoir le titre d'ingénieur, pour avoir la conférence des grandes écoles, pour avoir un visa, une reconnaissance, on est obligé de déposer un certain nombre de choses pour montrer à des autorités compétentes qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Sauf que s'il y a une rupture technologique dans l'année qui précède, le temps que tout ça se fasse, eh ben, ça pose un certain nombre de problèmes. Et un point technique quand même, c'est l'algorithme de Google qui, la plupart du temps, est fondé sur l'idée qu'on va vous donner les contenus que le plus de gens voient, parce qu'il est fondé donc sur l'idée que si beaucoup de gens ont vu ce contenu, ça doit être le meilleur, d'accord ? La bonne nouvelle pour nous tous, c'est qu'actuellement, il y a quand même des gens qui travaillent sur des algorithmes un peu plus qualitatifs, où en fait, vous croisez quand même une certaine base de gens qui consultent avec une évaluation de l'émetteur, ce qui vous donne des pages très différentes. Donc une des réponses aussi, c'est que les algorithmes des moteurs de recherche, je pense, vont commencer à se diversifier. Alors, ce qui n'est pas forcément un progrès, parce que ça suppose que pour vous rendre mieux service, on va vous dire il va falloir que vous vous révéliez davantage. Pour prendre un exemple, parce que Google le propose, c'est par exemple si, quand moi je tape Jaguar, il faut qu'il sache que moi, ce qui m'intéresse, c'est la voiture. Ce qui intéresse Nathalie, c'est le très beau félin. Voilà, parce que c'est ça, c'est un peu la même chose, c'est prendre en compte l'interlocuteur. Il le sait, Nicolas, il parce le sait parce il le sait dans nos historiques. Il identifie l'utilité. Voilà, et donc on est bien d'accord qu'on est dans un... On vous dit, mais moi, quand je vous demande de vous dévoiler, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, mais c'est pour vous, pour que vous arrêtiez d'avoir des photos de voitures quand vous cherchez un très beau félin, c'est tout. Alors que, effectivement, l'annonce ou la promesse de l'un incite à des concessions qui ne sont pas forcément assumées et réfléchies de la part de l'objet numérique que nous sommes devenus. Bertin, juste sur l'histoire quand même de l'innovation et de se dire effectivement comment est-ce qu'on fait, parce qu'on parlait des changements et justement de voir que ce n'est pas que des réseaux sociaux, la dimension du... comment j'intègre et je me dis ça c'est faisable par le robot, ça c'est numérisable, ça c'est transférable à un équipement technique. Je crois que d'une façon générale, moi, je n'ai pas de théorie particulière sur la façon dont la créativité et l'innovation émergent. Mais en tout cas, ma propre expérience, c'est que la créativité, c'est un petit peu le croisement entre des cultures, des mondes différents, des horizons différents. Et c'est à ce croisement, souvent, que se crée cette créativité. Dans notre domaine, concrètement, ça se traduit par le fait que ce sont des équipes d'ingénieurs qui travaillent au quotidien avec des chirurgiens. Et c'est le croisement entre les problématiques auxquelles sont confrontés les chirurgiens et les savoir-faire des technologies de l'ingénieur que l'on essaye de mettre en œuvre des solutions qui visent à fiabiliser et à rendre l'acte chirurgical plus précis. Oui, c'était pour prolonger et illustrer en fait les propos que vous avez eus par rapport à la véracité sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu hier l'affaire de la braguette ouverte de... Oui, vous l'avez vu apparemment, de François Hollande. Donc c'est une photo qui a circulé sur le net où on voyait François Hollande avec la braguette ouverte à la sortie de l'avion en Chine. Ce qui est absolument incroyable, c'est que cette photo a circulé énormément et qu'il y a eu dans la journée des commentaires extrêmement sérieux, et notamment de l'opposition en France et en Chine, disant que c'était voilà, une honte, etc. Enfin, il y avait toutes sortes de commentaires, mais absolument hallucinants. Et donc ma question par rapport à ça, c'est mais est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter l'information dès le début, puisqu'il s'est avéré que c'était un fake, évidemment. Le soir même, on a su ça. Arrêter l'information. Comment dire? La difficulté, c'est que... Alors là, je vais laisser Nathalie, parce que le problème de l'information, c'est qu'elle est toujours vue comme étant quelque chose... Je vous prends une anecdote pour illustrer le propos. Lorsque Hillary Clinton, patronne du département d'État, dit Wikileaks, c'est gravissime.
C'est criminel d'avoir publié des télégrammes diplomatiques, c'est une atteinte à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. La même Hillary Clinton, au moment du printemps arabe, met à disposition d'un certain nombre de mouvements de rébellion des valises permettant de contourner les dispositifs de filtrage et d'interruption de l'Internet. Il est possible, et en disant que l'information est une arme et que toute information doit diffuser, circuler de manière à fragiliser des États qui ne le mériteraient pas. La même personne est donc capable, à quelques semaines d'intervalle, quelques mois d'intervalle, de dire « quand vous publiez mes secrets, c'est une violation intolérable de la sécurité nationale ». Quand c'est un autre État, ça devient un outil légitime d'émancipation, de démocratie et d'ouverture vers le monde. Évidemment, vu de l'autocrate en question, je pense que pour lui, c'était une atteinte effectivement à sa souveraineté et quelque chose d'intolérable. On voit bien que selon le point de vue, effectivement, la circulation de l'information est un bienfait ou au contraire un péril et une menace. Donc c'est vrai que votre tentation ou votre proposition d'arrêter une information, on l'a eu, alors je vais prendre un contre-exemple en quelque sorte, pareil cette semaine, puisqu'il y en a tout le temps, le compte d'Associated Press, l'agence de presse américaine, le compte Twitter a été piraté. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, le compte Twitter a annoncé des mitraillages dans le jardin de la Maison-Blanche, le fait que des explosions et le président Obama aurait été blessé. Impact sur le Wall Street, qui est effectivement le Wall Street baisse, et il s'avère que, très sincèrement, moi j'ai constaté ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement rapide, vu la rapidité de diffusion, pour faire ce rétropédalage. Il n'empêche qu'effectivement, les cours de bourse ont été affectés et que la finance, les gens extrêmement sérieux, vous avez un sourire quand même sur mon visage au moment où je dis ça, de la finance, se voit à un moment affectée par une annonce qui n'est confirmée par personne, par aucune institution, même pas par la Maison-Blanche. Et donc on voit bien que effectivement, on est dépendant de cette réactivité de l'information. L'arrêt pose problème parce que selon l'autorité qui décidera de l'arrêt, qui peut le décider et quels moyens mettre en œuvre pour arrêter cette information-là, dès lors que vous trouvez toujours aujourd'hui des gens qui vont vous dire que M. Armstrong n'a vraisemblablement pas été sur la Lune et que tout cela a été tourné dans un studio d'Hollywood. Nathalie. Mais je crois que c'est quand même une question très importante parce que, encore une fois, là nous parlons dans cette salle, on reviendrait dans cette salle dans 5 ans, vraiment notre discussion aura changé. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est que aujourd'hui l'Internet, enfin cette pratique-là, c'est au départ une pensée libertaire, il n'y a qu'à voir les fondateurs quand ils en parlent, donc c'est une pensée non censurée, libertaire, qui en plus a été capturée par des multinationales libérales. Et donc, le croisement entre une pensée libertaire et Google n'est pas du tout bon pour la gouvernance. Et donc, tout peut se passer. Mon point de vue personnel, en sortant un tout petit peu de mon point professionnel et en ayant un point de vue de citoyen, c'est qu'il est normal qu'aujourd'hui, toute une série de gouvernements reviennent à la table et disent « nous voulons des gouvernances ». Parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose d'aussi important se développer dans le croisement entre le libertaire et le libéral. Exemple, le très gros débat, parce qu'il y a beaucoup de débats quand même en cours en ce moment, que Nicolas connaît sûrement mieux que moi, entre soft identity et strong identity. Google, Facebook, Amazon disent pour vous identifier sur Internet, on vous donne des codes, ça va vous suffire. Les gouvernements disent vous êtes gentils, il y a des fois quand même la sécurité sociale, la santé, ça va peut-être pas suffire quand même, le code de Google et de Amazon qui sont des boîtes multinationales, je ne sais même pas où elles payent leurs impôts. Et ce débat-là, c'est en ce moment qu'il a lieu. C'est en ce moment, dans des instances feutrées, personne ne nous en parle. C'est un débat qui peut conditionner quand même notre vie de citoyen, de savoir si l'identité sur le net, c'est celle que nous donnent Facebook et Google ou si c'est des identités que nous donnent nos gouvernements, par exemple. Voilà. Et on en revient à cette question. Ce sont ces moments de construction aujourd'hui de cet espace de plus en plus important, mais qui est quand même né dans une logique... de scientifiques libertaires.
Ou messieurs, ce sera a priori la dernière question de manière à tenir notre agenda. Monsieur. Alors, au-delà de la question, je voulais vous remercier pour cette intervention et pour ce débat extrêmement intéressant. Je voulais juste exprimer plutôt un sentiment, comme certains, au travers de certaines questions. C'est que je fais partie de ces optimistes qui croient que nous vivons une période de l'humanité extrêmement passionnante. Nous vivons un moment de basculement où nous vivons littéralement une ère révolutionnaire. Nous avons connu l'ère de l'industrialisation, nous vivons dans l'ère du numérique. Et comme dans tous les changements humains, quand il y a résistance au changement, il y a des difficultés qu'on rencontre, il y a beaucoup de nouveautés que l'on rencontre. Et nous faisons face ici à une certaine résistance que je rencontre aussi parmi ceux que je connais, que je rencontre, que je vois. Ce changement n'est pas un changement qui est là pour nous faire du tort, c'est une évolution. Alors on parle d'illettrisme, qu'on a peur de ne plus savoir communiquer, et on regarde en effet les adolescents envoyer des textos, et c'est vrai que quand je regarde, je me dis « Oh mon Dieu, où va-t-on » Et pourtant, si je regarde ça avec réalisme et optimisme, l'histoire de l'humanité est faite de changements. Nous sommes passés de l'ère cunéiforme à l'hiéroglyphe, des hiéroglyphes à l'alphabet que nous connaissons actuellement. Si nous étudions les registres municipaux, nous voyons qu'il y a 200 ans, ils écrivaient différemment qu'aujourd'hui, mais on a toujours réussi à communiquer. Aujourd'hui, l'ère du numérique nous apprend à communiquer autrement, différemment. Et ça remet beaucoup de choses en question, surtout nos habitudes. Mais moi, je pense que nous vivons une période de l'histoire de l'humanité absolument passionnante. Seulement voilà, il faut qu'on trouve notre curseur. En effet, il y a des dérives, comme dans tout changement, on va parfois un petit peu trop loin, parfois pas assez. Le curseur, nous devons le trouver maintenant. Nous vivons un moment où nos enfants, aujourd'hui, nos enfants font des métiers dont nous n'avons aucune connaissance aujourd'hui. Il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Moi, je pense que face à toutes ces résistances et toutes ces informations négatives que nous pourrions avoir, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. L'humanité évolue, la communication évolue, et vous savez ce qu'il y a de bon, c'est que grâce à cette ère numérique, pour le dire d'un sens plus global, nous sommes quelque part un peu forcés à être plus vrais, plus sincères. Les mensonges se savent peut-être, alors vous dodelinez de la tête, bien sûr, mais nous allons vers un mode de communication où le mensonge va devenir compliqué parce que tout se saura. Déjà aujourd'hui, tout se sait, presque. Bien entendu, il faut faire le tri. Entre le vrai et le pas vrai, on est d'accord. Mais encore une fois, on vit une phase de transition où beaucoup de pour et de contre se mettent en place. Mais je pense que nous vivons une ère absolument intéressante. Voilà, merci. Merci pour ce commentaire qui en tout cas donne une tonalité optimiste aux travaux et aux thématiques qu'on a abordées. Alors vous évoquez effectivement une évolution, on pourrait souhaiter que ce soit un progrès, mais c'est déjà, si ça évolue, c'est déjà une bonne chose. Et effectivement, par contre, je vous invite à réfléchir quand même à cette logique de société de la transparence qui, une fois qu'elle est enclenchée, peut être effectivement... Alors après, la question va être de se dire quand même qui va être celui qui va nettoyer la vitre, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit vraiment dans la transparence, sachant effectivement que dans le numérique, quand on retire une information d'une base de données, quand on la modifie, ça se fait de manière indolore et que également on peut faire en sorte que des informations ne soient plus accessibles. On évoquait le cas effectivement des écritures, comme vous le mentionniez. Il y a des livres qui sont aujourd'hui toujours lisibles. On peut accéder dans des musées à des textes. Par contre, il y a des fichiers informatiques qui ne sont déjà plus accessibles. Donc c'est vrai qu'effectivement, l'intégrité d'un texte, l'intégrité d'une information, ça va être aussi un sujet important. Merci en tout cas de vous être prêtés à cet exercice. Je remercie Nathalie, Arnaud, Yannick et Bertin d'avoir assumé ce rôle pour prendre des positions dans cet univers que nous construisons ensemble de manière effectivement à ce qu'il soit un progrès. Merci à vous. Notre expérience, c'est que la créativité, c'est un petit peu le croisement entre des cultures, des mondes différents, des horizons différents, et c'est à ce croisement souvent que se crée cette créativité. Dans notre domaine, concrètement, ça se traduit par le fait que ce sont des équipes d'ingénieurs qui travaillent au quotidien avec des chirurgiens. Et c'est le croisement entre les problématiques auxquelles sont confrontés les chirurgiens et les savoir-faire des technologies de l'ingénieur que l'on essaye de mettre en œuvre des solutions qui visent à fiabiliser et à rendre l'acte chirurgical plus précis. Oui, c'était pour prolonger et illustrer en fait les propos que vous avez eus par rapport à la véracité sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu hier l'affaire de la braguette ouverte de
oui, vous l'avez vu apparemment, de François Hollande. Donc c'est une photo qui a circulé sur le net, où on voyait François Hollande avec la braguette ouverte à la sortie de l'avion en Chine. Ce qui est absolument incroyable, c'est que cette photo a circulé énormément et qu'il y a eu dans la journée des commentaires extrêmement sérieux, et notamment de l'opposition en France et en Chine, disant que c'était voilà, une honte, etc. Enfin, il y avait toutes sortes de commentaires, mais absolument hallucinants. Et donc ma question par rapport à ça, c'est mais est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter l'information dès le début, puisqu'il s'est avéré que c'était un fake, évidemment. Le soir même, on a su ça. Arrêter l'information. Comment dire? La difficulté, c'est que... Alors là, je vais laisser Nathalie, parce que le problème de l'information, c'est qu'elle est toujours vue comme étant quelque chose... Je vous prends une anecdote pour illustrer le propos. Lorsque Hillary Clinton, patronne du département d'État, dit « Wikileaks, c'est gravissime ». C'est criminel d'avoir publié des télégrammes diplomatiques, c'est une atteinte à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. La même Hillary Clinton, au moment du printemps arabe, met à disposition d'un certain nombre de mouvements de rébellion des valises permettant de contourner les dispositifs de filtrage et d'interruption de l'Internet. Il est possible, et en disant que l'information est une arme et que toute information doit diffuser, circuler de manière à fragiliser des États qui ne le mériteraient pas. La même personne est donc capable, à quelques semaines d'intervalle, quelques mois d'intervalle, de dire « quand vous publiez mes secrets, c'est une violation intolérable de la sécurité nationale ». Quand c'est un autre État, ça devient un outil légitime d'émancipation, de démocratie et d'ouverture vers le monde. Évidemment, vu de l'autocrate en question, je pense que pour lui, c'était une atteinte, effectivement, à sa souveraineté et quelque chose d'intolérable. On voit bien que selon le point de vue, effectivement, la circulation de l'information est un bienfait ou au contraire un péril et une menace. Donc c'est vrai que votre tentation ou votre proposition d'arrêter une information, on l'a eu, alors je vais prendre un contre-exemple, en quelque sorte, pareil cette semaine, puisqu'il y en a tout le temps, le compte d'Associated Press, l'agence de presse américaine, le compte Twitter a été piraté. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, le compte Twitter a annoncé des mitraillages dans le jardin de la Maison-Blanche, le fait que des explosions et le président Obama aurait été blessé. Impact sur le Wall Street, qui est effectivement le Wall Street baisse, et il s'avère que, très sincèrement, moi j'ai constaté ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement rapide, vu la rapidité de diffusion, pour faire ce rétro-pédalage. N'empêche qu'effectivement, les cours de bourse ont été affectés et que la finance, les gens extrêmement sérieux, vous avez un sourire quand même sur mon visage au moment où je dis ça, de la finance, se voient à un moment affectés par une annonce qui n'est confirmée par personne, par aucune institution, même pas par la Maison-Blanche. Et donc on voit bien que effectivement, on est dépendant de cette réactivité de l'information. L'arrêt pose problème parce que selon l'autorité qui décidera de l'arrêt, qui peut le décider et quels moyens mettre en œuvre pour arrêter cette information-là, dès lors que vous trouvez toujours aujourd'hui des gens qui vont vous dire que M. Armstrong n'a vraisemblablement pas été sur la Lune et que tout cela a été tourné dans un studio d'Hollywood. Nathalie. Mais je crois que c'est quand même une question très importante parce que, encore une fois, là nous parlons dans cette salle, on reviendrait dans cette salle dans 5 ans, vraiment notre discussion aura changé. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est que aujourd'hui l'Internet, enfin cette pratique-là, c'est au départ une pensée libertaire, il n'y a qu'à voir les fondateurs quand ils en parlent, donc c'est une pensée non censurée, libertaire, qui en plus a été capturée par des multinationales libérales. Et donc le croisement entre une pensée libertaire et Google n'est pas du tout bon pour la gouvernance. Et donc tout peut se passer. Mon point de vue personnel, en sortant un tout petit peu de mon point professionnel et en ayant un point de vue de citoyen, c'est qu'il est normal qu'aujourd'hui, toute une série de gouvernements reviennent à la table et disent « nous voulons des gouvernances ». Parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose d'aussi important se développer dans le croisement entre le libertaire et le libéral. Exemple, le très gros débat, parce qu'il y a beaucoup de débats quand même en cours en ce moment, que Nicolas connaît sûrement mieux que moi, entre soft identity et strong identity. Google, Facebook, Amazon disent pour vous identifier sur Internet, on vous donne des codes, ça va vous suffire.
Les gouvernements disent vous êtes gentils, il y a des fois quand même, la sécurité sociale, la santé, ça va peut-être pas suffire quand même, le code de Google et de Amazon qui sont des boîtes multinationales, je ne sais même pas où elles payent leurs impôts. Eh ben, ce débat-là, c'est en ce moment qu'il a lieu. C'est en ce moment, dans des instances feutrées, personne ne nous en parle. C'est un débat qui peut conditionner quand même notre vie de citoyen, de savoir si l'identité sur le net, c'est celle que nous donnent Facebook et Google ou si c'est des identités que nous donnent nos gouvernements, par exemple. Voilà. Et on en revient à cette question. Ce sont ces moments de construction aujourd'hui de cet espace de plus en plus important, mais qui est quand même né dans une logique de scientifiques libertaires. Ou messieurs, ce sera a priori la dernière question de manière à tenir notre agenda. Monsieur. Au-delà de la question, je voulais vous remercier pour cette intervention et pour ce débat extrêmement intéressant. Je voulais juste exprimer plutôt un sentiment, comme certains, au travers de certaines questions, c'est que je fais partie de ces optimistes qui croient que nous vivons une période de l'humanité extrêmement passionnante. Nous vivons un moment de basculement où nous vivons littéralement une ère révolutionnaire. Nous avons connu l'ère de l'industrialisation, nous vivons dans l'heure du numérique. Et comme dans tous les changements humains, quand il y a résistance au changement, il y a des difficultés qu'on rencontre, il y a beaucoup de nouveautés que l'on rencontre. Et nous faisons face ici à une certaine résistance que je rencontre aussi parmi ceux que je connais, que je rencontre, que je vois. Ce changement n'est pas un changement qui est là pour nous faire du tort, c'est une évolution. Alors on parle d'illettrisme, qu'on a peur de ne plus savoir communiquer, et on regarde en effet les adolescents envoyer des textos, et c'est vrai que quand je regarde, je me dis « Oh mon Dieu, où va-t-on » Et pourtant, si je regarde ça avec réalisme et optimisme, l'histoire de l'humanité est faite de changements. Nous sommes passés de l'ère cunéiforme à l'hiéroglyphe, des hiéroglyphes à l'alphabet que nous connaissons actuellement. Si nous étudions les registres municipaux, nous voyons qu'il y a 200 ans, ils écrivaient différemment qu'aujourd'hui, mais on a toujours réussi à communiquer. Aujourd'hui, l'ère du numérique nous apprend à communiquer autrement, différemment. Et ça remet beaucoup de choses en question, surtout nos habitudes. Mais moi, je pense que nous vivons une période de l'histoire de l'humanité absolument passionnante. Seulement voilà, il faut qu'on trouve notre curseur. En effet, il y a des dérives, comme dans tout changement, on va parfois un petit peu trop loin, parfois pas assez. Le curseur, nous devons le trouver maintenant. Nous vivons un moment où nos enfants, aujourd'hui, nos enfants font des métiers dont nous n'avons aucune connaissance aujourd'hui. Il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Moi, je pense que face à toutes ces résistances et toutes ces informations négatives que nous pourrions avoir, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. L'humanité évolue, la communication évolue, et vous savez ce qu'il y a de bon, c'est que grâce à cette ère numérique, pour le dire d'un sens plus global, nous sommes quelque part un peu forcés à être plus vrais, plus sincères. Les mensonges se savent peut-être, alors vous dodelinez de la tête, bien sûr, mais nous allons vers un mode de communication où le mensonge va devenir compliqué parce que tout se saura. Déjà aujourd'hui, tout se sait, presque. Bien entendu, il faut faire le tri. Entre le vrai et le pas vrai, on est d'accord. Mais encore une fois, on vit une phase de transition où beaucoup de pour et de contre se mettent en place. Mais je pense que nous vivons une ère absolument intéressante. Voilà, merci. Merci pour ce commentaire qui en tout cas donne une tonalité optimiste aux travaux et aux thématiques qu'on a abordées. Alors vous évoquez effectivement une évolution, on pourrait souhaiter que ce soit un progrès, mais c'est déjà, si ça évolue, c'est déjà une bonne chose. Et effectivement, par contre, je vous invite à réfléchir quand même à cette logique de société de la transparence qui, une fois qu'elle est enclenchée, peut être effectivement... Alors après, la question va être de se dire quand même qui va être celui qui va nettoyer la vitre, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit vraiment dans la transparence, sachant effectivement que dans le numérique, quand on retire une information d'une base de données, quand on la modifie, ça se fait de manière indolore et que également on peut faire en sorte que des informations ne soient plus accessibles. On évoquait le cas effectivement des écritures, comme vous le mentionniez. Il y a des livres qui sont aujourd'hui toujours lisibles. On peut accéder dans des musées à des textes. Par contre, il y a des fichiers informatiques qui ne sont déjà plus accessibles. Donc c'est vrai qu'effectivement, l'intégrité d'un texte, l'intégrité d'une information, ça va être aussi un sujet important. Merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice. Je remercie Nathalie, Arnaud, Yannick et Bertin d'avoir assumé ce rôle pour prendre des positions dans cet univers que nous construisons ensemble de manière effectivement à ce qu'il soit un progrès. Merci à vous.